bientôt. Le placement à suivre. Et on retrouve Julien Nebenzal d'eToro. Bonjour Julien. Bonjour Antoine. Groenland, budget, bref, on est au milieu du bazar, d'accord. Vous avez noté 2 points très importants qui sont décorrélés de toutes ces considérations, mais qui pourraient être vraiment très éclairants sur la tendance de marché général. C'est vrai qu'on voit que ça patine un petit peu du côté de Wall Street depuis quelques semaines, encore une fois en dehors de toute considération géopolitique ou géostratégique. Il commence à y avoir un décalage entre le Nasdaq et le S&P 500. Et c'est pas logique, puisque, et on vous le dit depuis des semaines et des semaines, les deux sont corrélés. Le S&P 500 est concentré autour de quelques valeurs technologiques, les Mag 7 pour pas les citer. Mais ce décalage, ça a quelque chose de bizarre selon vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire de quelle manière ça doit nous éclairer sur la tendance des marchés ? Oui, certainement. Je pense que c'est un point qui est à analyser en ce moment, observer. Je le relierai à une intervention que j'ai faite au dernier trimestre l'an dernier sur le cycle économique, en indiquant que selon les travaux qu'on peut mener sur les cycles, on devrait avoir un ralentissement de l'économie américaine en 2026 et en 2027. Évidemment, au moment où on le dit, c'est qu'on est plutôt au sommet de l'activité, donc ça ne se voit pas, ça n'est pas perceptible. Et comme le marché boursier a tendance à escompter ce genre de choses, quand on sait qu'on est sur le sommet d'un cycle économique, eh bien, on peut regarder si le marché boursier donne des signes de fatigue. Et je vous avais dit à l'époque, c'était en novembre, ça incite, je pense, à beaucoup de prudence, à réduire un peu l'exposition aux actions, mais il n'y a pas pour autant de signes très négatifs sur les marchés d'actions. Il n'y avait rien de particulier à dire, je pense notamment à des éléments d'analyse technique. Et là, je vais utiliser un point qui vient d'ailleurs des analystes techniques, c'est le point on pourrait dire la corrélation, mais surtout l'attitude comparative entre plusieurs indices. Le point que je signale aujourd'hui, c'est que le Nasdaq a fait un sommet en octobre, plutôt vers la fin du mois, mais enfin il l'a quand même fait en octobre. Et depuis qu'il a fait ce sommet, il ne fait plus de nouveaux sommets, c'est-à-dire qu'il reste sous le présent sommet d'octobre, donc il ne crée pas de nouvelles dynamiques haussières, de nouvel engouement. Et dans ce même temps, on a vu le S&P 500 et le Dow Jones, eux, continuer à progresser et faire de nouveaux sommets. Certes, ce ne sont pas des nouveaux sommets qui sont spectaculaires, mais ce qui est important dans cette théorie, en quelque sorte, c'est de voir qu'il y a quand même formation de nouveaux sommets. Alors d'où vient cette théorie ? J'appelle ça théorie, c'est un peu ambitieux. Ce sont des observations qui datent d'il y a environ 100 ans, d'analystes américains qu'on a qualifiés assez rapidement d'analystes techniques. On les appelait à l'époque les chartistes. Et notamment le plus fameux d'entre eux, c'était Charles Dow, qui lui-même ne connaissait d'ailleurs pas le terme d'analyse technique ou de chartiste. Ils ont fait l'observation suivante. Ils regardaient les valeurs industrielles au travers de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Ils regardaient l'indice faire des nouveaux sommets. Et puis, ils ont constaté qu'il y avait un autre indice qui était très intéressant à regarder, c'était l'indice des transports, qui a été nommé le Dow Jones Transportation Index. Pourquoi ils regardaient celui-là en même temps ? Parce qu'ils disaient, finalement, si du côté industriel, ça se présente bien, eh bien, il faut en même temps que du côté du transport, ça accompagne d'une certaine manière. C'est-à-dire que si l'activité industrielle est dynamique, celle des transports, qui est directement liée, c'est en aval, elle doit être bonne. Et quand ils voyaient les deux indices ne pas fabriquer des nouveaux sommets simultanément, ils se disaient qu'est-ce qu'il se passe ? Et les recherches de l'époque ont montré que c'était toujours un signe avant-coureur de consolidation des marchés. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait simultanéité de la formation de sommets entre ces deux indices pour qu'on puisse dire « Ah, la dynamique est plutôt favorable et positive ». Alors, de nos jours, la partie industrielle et la partie transport, on a toujours les cotations, mais c'est relativement moins important, alors que la partie technologique, elle, est en train de nous dire des choses qui sont au centre de l'économie. Donc si la partie technologique qui est guide, ce serait finalement l'industrie d'avant, elle ne fait pas de nouveaux sommets, alors que de l'autre côté, le reste de l'activité fait un nouveau sommet, eh bien on est typiquement dans cette situation où il n'y a pas confirmation par les indices. Alors, la résolution de ça, il y en a deux possibles. La première, c'est que le Nasdaq fait de nouveaux sommets, bien sûr. Et puis l'autre, c'est qu'on entre en consolidation sur les marchés américains, ce qui est un peu l'hypothèse que je privilégie. Je l'ai indiqué encore une fois au trimestre précédent. Alors pourquoi est-ce que le Nasdaq et les valeurs technologiques feraient un nouveau sommet ? Eh bien, il faudrait évidemment toujours la même croissance époustouflante de ses principaux acteurs. Ça, c'est une discussion qui est du domaine de l'analyse financière. Peut anticiper le maintien des taux de croissance, une
une accélération des taux de croissance? Personnellement, je n'ai pas la réponse. L'autre chose qui est très importante sur les valeurs technologiques, c'est que comme on est sur des niveaux de croissance élevés, eh bien, le PER, c'est-à-dire la cherté relative de ces valeurs, est très élevé. Or, qu'est-ce qui est touché en cas d'événements monétaires, parce que je reviens toujours là-dessus, qu'est-ce qui est touché? Ce sont les marchés les plus chers. Dit différemment, si les taux longs ont tendance plutôt à monter, alors les valeurs les plus chères sont contraintes dans leur hausse, voire corrigent. Et on a eu simultanément là, enfin, je dirais, dans à peu près le même tempo des dernières semaines, on a eu des nouveaux signaux de hausse des taux longs aux USA, ce qui n'est pas du tout anecdotique, et je pense que ça participe du mouvement global. Donc, si vous avez des marchés de taux qui ne veulent pas baisser en taux, qui veulent monter en taux, si vous avez des marchés de taux comme ça, bien le marché de Nasdaq, il va forcément être capé, il va forcément être bloqué. Et donc, s'il ne forme pas de nouveaux sommets, alors cette dichotomie de formation de sommets entre le Nasdaq et le S&P va tourner probablement à la consolidation du marché des actions américaines. Alors Julien, c'est vrai ça fait quand même des semaines qu'on en parle justement du fait que les indicateurs de volatilité et les indicateurs de peur, entre guillemets, des marchés restent quand même très insensibles à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. On a quelques signaux, alors on en reparlera d'ailleurs dans quelques minutes avec François Delassus de Rancash, mais on a l'or qui signe des plus hauts historiques, l'argent aussi, on a des petites pointes autour du Bitcoin, mais enfin c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on doit chercher les signaux de volatilité et pricer, entre guillemets, la volatilité totalement en dehors des sentiers battus et des indicateurs qui y sont consacrés? Et cette dichotomie entre les deux indices serait justement un de ces signaux faibles à regarder. Alors, je ne pense pas qu'on ait besoin de faire d'autres lectures pour le moment. Vous avez tout à fait raison de signaler que la volatilité implicite est relativement basse par rapport au contexte, c'est très juste. Et je donnerais même une autre indication qui est typiquement interne au marché, qui est plutôt positive, c'est ce qu'on appelle le breadth, c'est-à-dire la capacité de l'ensemble du marché à progresser simultanément. Donc ça, c'est quelque chose qui en ce moment existe et qui pourrait être favorable. En tout cas, il y a une lecture qui existe qui est favorable. Donc des indications, je veux dire presque positives, en tout cas non négatives, on en a beaucoup. Je retiendrai pas tout à fait VIX en tant que nous disant que tout se passe très bien, pour une raison très simple, c'est que VIX n'est pas un indicateur avancé selon moi, c'est un indicateur concomitant de la situation, pas avancé. Donc le fait que VIX ne monte pas ne me dit pas grand-chose. Et la raison pour laquelle c'est un indicateur concomitant, c'est que VIX, c'est le prix de l'assurance contre le risque. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble des opérateurs ne se précipitent pas vers l'assurance pour pouvoir se prémunir de quelque chose. La raison est relativement simple. Ils ont appris au cours des dernières années que les événements, finalement, n'ont pas de conséquences si importantes que ça. C'est ce qu'ils ont appris. Maintenant, on peut tout à fait imaginer une situation différente, c'est-à-dire que les événements ont une conséquence négative, mais dont on se dit finalement qu'elle ne sera pas très préoccupante, et que tout d'un coup, ça devient préoccupant. Ça devient préoccupant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas perçu avant. Et là, la volatilité implicite va beaucoup monter parce qu'il y aura un besoin d'assurance. Donc, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, ça traduit, je ne vais pas dire une forme de complaisance, mais ça traduit quelque chose qui ne me dit pas que le marché est protégé. Voilà. Ce n'est pas une indication spécialement positive pour moi. Julien Nebetzal d'eToro, merci d'avoir été avec nous. Et oui, jamais oublier que c'est pas parce que le VIX ne bouge pas trop qu'il va pas montrer de 80 points d'un coup. Et il faut regarder le VIX, l'indice VVIX aussi, qui mesure la volatilité de l'indice VIX, et cet ensemble de signaux faibles qu'on essaie de décrypter avec vous chaque semaine. Merci infiniment pour votre œil aiguisé là-dessus.